Cléopâtre est brisée. Survivra-t-elle à cette... Alors on l'a dans cette partie du reportage, les liaisons sont fatales entre Cléopâtre et la Rome. Je me tourne vers vous, Violaine. On parle du club de la vie inimitable. Est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est une réalité? Qu'en est-il réellement? Alors écoutez, on a seulement de témoignages pour penser que ce club des inimitables existait vraiment. Mais il existait déjà depuis les premiers Ptolémées. On ne l'appelait pas le club des inimitables, mais vous savez qu'il y a des quartiers chauds à Alexandrie. Parce que Alexandrie, c'était la ville du luxe, la ville intellectuelle, mais aussi la ville de la luxure. Et donc il y avait des tavernes où il se passait des choses quand même un peu sordides, on va dire. Et au milieu de cela, se sont créés des clubs. C'est très étonnant, ces clubs, parce que à la fois, on y trouvait des intellectuels, à la fois on y apprenait, on y parlait d'art, on y apprenait la philosophie, etc. Et puis à côté, eh bien, on buvait beaucoup, on festoyait, et ça se terminait souvent dans des sortes d'orgies. Et donc, ces inimitables existaient. Attention, Cléopâtre n'y prenait pas plaisir dans ce club des inimitables. Elle avait même tendance à ne jamais y aller, à le critiquer. Mais quand elle a eu sa liaison avec Antoine, et que, évidemment, Antoine, grand viveur, qui aimait la bonne bouffe, qui aimait les femmes, etc., elle s'est rendue compte tout de suite qu'il fallait, au contraire, l'entraîner dans ce club-là, lui faire découvrir la face cachée d'Alexandrie, et il y a pris un plaisir extrême. C'était un moyen de le garder auprès d'elle. Moi, une chose me surprend dans ce que vous nous dites, c'est que j'avais cru comprendre que précisément ce club de la vie inimitable était notamment conçu autour du cheminement du plaisir de Cléopâtre et Antoine. Et c'est-à-dire que finalement, elle a d'autres partenaires et sans doute d'autres amants, hommes et femmes, je crois, mais qui ne sont que des accessoires sexuels, en somme, qui sont là pour l'aider à parvenir au nirvana, à l'extase totale. Oui, mais il ne faut pas croire que le club de l'inimitable a été créé par Cléopâtre et à l'époque de Cléopâtre. Ce sont des clubs qui existaient auparavant. Qui existait bien auparavant. On peut penser effectivement, d'après certaines lectures, que ça a été créé pour garder Antoine, de faire finalement un club échangiste à la maison pour garder. C'est un peu ça, non? J'aime bien le terme, si je puis dire, j'aime bien le terme d'échangisme parce que c'est exactement ce qui s'y passait. Mais en fait, ce sont des clubs qui, à un moment donné, avaient été plus ou moins fermés et qui ont été remis à la mode justement pour plaire à Antoine. Et vous le savez, on sait très bien comment Antoine s'y présentait, habillé à la grecque, et puis alors avec vraiment des tuniques, des petites sandales qui faisaient rire aux éclats les Romains quand ils ont appris que leur Antoine guerrier s'habillait comme ça et s'adonnait au plaisir avec des petits mignons, mais ils se sont vraiment moqués d'Antoine. Il y a perdu ce qui lui restait de crédit. Justement, Isabelle, Cléopâtre était considérée, c'est le nom qui lui est resté dans l'histoire, de putain du Nil. Cléopâtre mérétrix, c'est-à-dire putain. En fait, il ne faut quand même pas sous-estimer le poids de la propagande augustéenne dans cette affaire. Bien sûr. Donc, c'était de la diffamation de l'époque. Oui. On essayait de réduire Cléopâtre à cette image-là de putain du Nil. Hormis le fait qu'elle en avait quand même séduit certains, dont César et Antoine qui n'étaient pas les moindres, c'est clair que c'est un argument pour de la propagande augustéenne. Moi, je crois juste pour rebondir 2 secondes, je pense que de toutes les façons, Cléopâtre avait un atout qui était extraordinaire et qui n'était pas lié non plus à elle-même, qui était lié à l'Égypte, parce que tous les Romains, et on s'en rend compte quand on regarde l'histoire, ont été séduits par l'Égypte. C'était un peu leur Côte d'Azur à eux. C'est les parfums, c'est l'exotisme. Voilà. C'est surtout le blé et l'or. Et puis il y a le grenier, et le grenier. Les céréales, évidemment. Oui, Alexandrie, le grenier. C'est le grenier à blé de Rome. En plus de Rome, oui. Ils adoraient, c'était le rêve d'Orient qu'ils ont poursuivi. Oui, voilà, il y a deux choses. Il y a la fascination, il y a l'imitation Alexandrie qui est très forte, l'imitation d'Alexandre qui est un tropisme très fort, justement à partir de César et d'Antoine probablement. Et puis il y a aussi des considérations économiques fondamentales. Le blé égyptien. Rome a besoin du blé. La richesse de l'Égypte, incontestablement, c'est un véritable enjeu. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je crois qu'il faut aussi souligner le fait que dans cette histoire, Cléopâtre essaye de sauvegarder l'indépendance de son royaume et que l'enjeu, quand César arrive, c'est quand même de réduire l'Égypte en province.
Clémentine, vous qui connaissez toute la vie privée de Cléopâtre, il semblerait qu'elle ait des scènes de ménage phénoménales avec Antoine. Oui, mais écoutez Stéphane, si Antoine et Cléopâtre n'avaient pas eu de scène de ménage, ils auraient bien été les seuls entre Adam et Ève et vous et moi, si je me permets. Et en plus, compte tenu de ce qu'on nous dit de leur tempérament respectif, il n'y a rien d'étonnant, d'autant qu'ils ont des raisons de s'affronter, une forme de concurrence, et puis aussi le fait qu'à un moment, Antoine repart quand même à Rome et va épouser Octavie, donc Cléopâtre est fondée à être furibarde. Mais moi j'ai l'impression que c'est tout de même largement la pièce de théâtre de Shakespeare qui a donné cette image d'un couple explosif, puisque la pièce en question d'ailleurs commence par une scène de ménage, où Antoine et Cléopâtre sont là à dire « mais le Tibre va avaler le Nil », et elle l'exaspère parce qu'elle l'infantilise. Et c'est un peu le sentiment qu'on a, je trouve, en voyant les rapports de ces deux êtres, c'est que finalement, comme le dit Irène Frein, oui, peut-être qu'elle l'a dans la peau, mais elle le domine intellectuellement. Mais ils sont très différents de caractère, donc c'est forcément explosif aussi, parce que elle, c'est quand même l'intellectuel, bon, et puis lui, c'est un guerrier assez gauche, assez rustre, qui aime festoyer c'est un d'une militaire, manière... c'est avant tout un oui, militaire. Il se passe quelque chose au moment où Antoine subit l'échec de sa bataille d'Actium. Cléopâtre s'en détache. Alors pourquoi est-ce qu'elle prend ses distances avec Antoine à ce moment-là ? Cléopâtre comprend à ce moment-là qu'il ne va pas lui apporter la victoire qu'elle espère. Et donc, c'est évident qu'elle est extrêmement déçue. La meilleure preuve, c'est qu'au lendemain d'Actium, elle fait tout pour que son fils Césarion, qui est donc le fils qu'elle a eu avec César, parte et soit mis à l'abri. Donc, elle lui demande de partir parce qu'elle dit de toute façon, moi, je n'arriverai peut-être jamais à redonner à l'Égypte son ancienne splendeur, mais peut-être mon fils y parviendra un jour. Il faut donc sauver mon fils. Alors nous allons voir justement comment Cléopâtre va tout tenter à présent pour sauver son royaume. Cléopâtre